Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. Découvrons ensemble les grands titres de ce vendredi 22 septembre. Le pape François est arrivé cet après-midi à Marseille à l'occasion des rencontres Méditerranée. Le souverain pontife restera jusqu'à demain dans la cité phocéenne où il va célébrer une grande messe au stade Vélodrome à laquelle assistera une importante délégation venue de Monaco. L'abbé Christian Venard, délégué épiscopal à la communication, sera avec nous dans ce journal. Il va combattre chez lui et tentera de décrocher une nouvelle victoire demain soir sur le ring installé sous le chapiteau de Fontvieille. Nous avons assisté dans l'après-midi à la pesée d'Hugo Micallef avant son combat. Vous découvrirez également dans cette édition le portrait d'un tout jeune golfeur de Monaco très prometteur. Il s'appelle Arthur Malenfant. Le réseau cuivre, c'est fini. 6 mois après l'annonce officielle, nous verrons comment se passe dans les faits la transition vers l'avenir, la fibre. Quelles perspectives et offres se dessinent pour les clients de Monaco Télécom? Martin Perronnet, le directeur général de l'opérateur monégasque, viendra répondre à ces questions. La chronique de Christine Tomel, ceux qui font Monaco, nous emmènera à la rencontre des propriétaires de la Bottega del Gelato. Et puis nous irons dans les coulisses du travail quotidien de nos confrères de la Gazette de Monaco. Nous accueillions hier Alain Ducasse à l'occasion du premier sommet de la gastronomie durable, lui qui est à l'origine de cette initiative. Et c'est le prince Albert II qui a conclu la journée de réflexion hier, qui a réuni grands chefs, maraîchers, pêcheurs, directeurs d'ONG ou chefs d'entreprise. Le souverain, tout juste rentré de New York, où il a pris part à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, a estimé qu'il fallait privilégier la qualité à la quantité, avec une approche certes globale, mais qui s'adapte à chacun, puisqu'aucune recette unique ne résoudra la crise environnementale. Il a également souhaité que cette première soit suivie d'une nouvelle édition, et elle devrait très probablement avoir lieu dans 2 ans. Alors que le prince avait quitté les États-Unis quelques heures plus tôt à New York, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, qui l'accompagnait, a quant à elle poursuivi cette semaine de haut niveau onusienne avec plusieurs rencontres bilatérales, mais surtout une prise de parole lors de la conférence ministérielle destinée à préparer le sommet pour le futur de 2024. Elle a ainsi pu rappeler l'importance d'opérer des réformes pour répondre efficacement aux crises actuelles, de parvenir aussi aux objectifs de développement durable, tout en abordant la question de l'intelligence artificielle. Et au siège des Nations Unies toujours, s'est tenu l'Ocean Race Summit cette semaine. Un atelier a également eu lieu à la mission permanente de Monaco. L'Ocean Race, à l'origine, est une course à la voile organisée depuis plus de 50 ans. Et au fil des ans, cette compétition a évolué vers la promotion de la protection des océans, l'ambition étant de proposer à terme une déclaration des droits de l'océan. Nous sommes à la veille du 8e combat d'Hugo Micallef. Il affrontera demain Denis Bartos et pour la première fois de sa carrière professionnelle, le boxeur monégasque va combattre à Monaco au chapiteau de Fontvieille. Cet après-midi, Juliette Rappert et Jean-Alexandre Dordet sont allés à sa rencontre lors de la pesée. Ça y est, c'est le premier ici à Monaco, c'est le premier dans mon pays. Je suis juste super heureux, super fier de pouvoir enfin performer devant les gens qui m'aiment. On l'a beaucoup étudié avec l'équipe, on s'est posé, on a regardé des vidéos de ces combats. Ensuite, on a contracté un sparring partenaire qui lui ressemble en termes de style de boxe, en termes de taille et même fatalité qui lui ressemble physiquement. Donc on est allé jusqu'au bout du bout. On a essayé de tout faire en sorte pour que tout soit prêt le jour J. Et c'est le cas, on s'est préparé comme jamais, je pense. Je sais que ça va le faire et je suis encore plus confiant de mes capacités vis-à-vis de mon entraînement, vis-à-vis de tout ce qu'on a fait là dans ce camp d'entraînement. Hugo Micallef, dont vous pourrez suivre le combat demain soir en direct sur Monaco Info à 21h avec Fabien Bonilla et Damien Seigle aux commentaires. Il est jeune, lui aussi, très jeune, et porte haut les couleurs de Monaco dans la région et à l'international. Le jeune golfeur Arthur Malenfant est très prometteur. Voici son portrait signé Fabien Bonilla, Lionel Bernardi et Alexandre Gougassian. Arthur, 10 ans, ce jeune monégasque est un golfeur prometteur, doté d'un bon swing, d'une grande assiduité et de persévérance. Il a été initié au golf par ses grands-parents alors qu'il n'avait que 3 ans. Il apprend très vite, et puis un peu
pour parler du golf, en fait, c'est inné chez lui, quoi. Alors j'ai une petite anecdote, il avait 6 ans, on se trouvait à Évian, j'ai consulté un ancien pro italien et il m'a dit mais je peux filmer son swing pour le montrer à ses élèves, quoi. C'était quelque chose de fabuleux, quoi, parce qu'à 6 ans, généralement, voilà, on est au début, on apprend. Depuis, ce sport est devenu une passion. Arthur est en 6e section sport au collège Charles III. Il s'entraîne au Monte Carlo Golf Club à la sortie des cours à 16h, ainsi que le mercredi et le samedi. Le mercredi, je fais 2 heures de cours. Et le samedi, je joue avec mes grands-parents. Le mercredi, on commence par de la technique. Et après, on va sur le parcours et on fait du putting. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est plutôt les longues distances, plutôt putter. Qu'est-ce qui te plaît dans le golf ? Un peu tout. Enfin, je préfère taper fort, quoi. J'aime bien. Et tu tapes fort ? Assez, oui. Arthur s'est perfectionné dans notre école de golf depuis 3 ans maintenant, voilà, tous les mercredis après-midi. Et on peut dire qu'Arthur est prometteur. Voilà, c'est un garçon jeune, et très calme, très posé et très bien élevé. Voilà, qui a vraiment un vrai potentiel, que ce soit mental et aussi physique. Le palmarès d'Arthur est déjà bien étoffé. Il a participé à une grosse compétition internationale, l'Open de Venise, où il a terminé 17e sur 35. Il est champion départemental et vice-champion régional. Nous devrions entendre parler d'Arthur Malenfant dans l'avenir. Ce futur pro en herbe poursuit sa progression et participe régulièrement à des tournois. Le prochain en date, le 27 septembre, avec le Trophée des jeunes golfeurs des Alpes-Maritimes. C'est avec beaucoup de ferveur qu'a été accueilli aujourd'hui le pape François à Marseille. Le souverain pontife va notamment prier à Notre-Dame de la Garde et célébrer une grande messe au stade Vélodrome demain. Un déplacement au cours duquel le souverain pontife entend mettre l'accent sur la crise migratoire. 350 000 personnes sont attendues à Marseille ce week-end, dont de très nombreux fidèles venus de Monaco, dont certains avaient déjà fait le déplacement au Portugal cet été pour prendre part aux Journées mondiales de la jeunesse. Le délégué épiscopal pour la communication du diocèse est notre invité. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir Patricia. Septembre, c'est traditionnellement le mois de la rentrée, mais c'est aussi l'occasion des bilans de l'été. Et l'été du diocèse, en l'occurrence, a été particulièrement riche, avec pour point d'orgue les belles journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Eh bien oui, parce qu'on a eu la chance de pouvoir amener une centaine de jeunes de Monaco, c'est beaucoup pour notre petit diocèse, qui étaient avec notre évêque, et puis une équipe évidemment d'adultes accompagnateurs, le service des jeunes du diocèse. Ils ont pu se rendre au Portugal, et en particulier à Lisbonne, et ça a été vraiment de très belles journées. Si vos téléspectateurs le souhaitent, ils peuvent revenir dessus. On a mis un certain nombre de vidéos sur ces journées qui ont vraiment permis à ces jeunes à la fois de se découvrir entre eux, parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément, de découvrir un peu plus la vie de l'Église et surtout de découvrir ce pape qui, dans quelques heures, sera ici à nouveau en voyage et en France. Oui, alors c'est l'événement effectivement de cette rentrée. Alors c'est presque aux portes de Monaco, en exagérant un petit peu, comme les Marseillais. C'est donc la venue du pape à Marseille et là aussi vous y serez, hein. Alors, le diocèse part demain matin, de bonne heure, 3 bus qui quittent Monaco avec des pèlerins qui vont se rendre pour ce grand moment de la messe présidée par le Saint-Père au stade Vélodrome à Marseille. Notre archevêque, lui, est déjà sur place depuis mercredi puisqu'il participe aux rencontres méditerranéennes, vous savez, qui réunissent 70 évêques de tout le pourtour méditerranéen. Alors nous, on pense tout de suite pourtour méditerranéen, on a un peu tendance à penser le sud de la France, l'Italie, Monaco évidemment, et puis on pense un petit peu aux pays du Maghreb. Il ne faudrait pas oublier aussi l'Espagne un petit peu plus loin, et puis de l'autre côté la Turquie, la Grèce, Israël, le Liban. C'est la matrice un peu de notre civilisation judéo-chrétienne. Oui, et ce pourtour méditerranéen, vous l'avez dit, qui est confronté à cette terrible crise des migrants, dont on dit qu'elle sera très certainement la principale tonalité et même tonalité politique dans le discours du pape.
Oui, très vraisemblablement. On connaît un peu les positions du pape, il les répète. Vous savez qu'à l'origine de ces rencontres méditerranéennes, il y a ce fameux voyage à Lampedusa il y a 10 ans, où voilà, une prise de conscience. Pourquoi ? Parce que pour le pape, ce qui se passe en ce moment en Méditerranée, c'est un peu un condensé de ce que vit l'humanité tout entière. Et donc pour le pape, il a vraiment le désir d'attirer notre attention, que ce soit sur la question des migrants, que ce soit sur la question écologique, de la nécessité pour tous, les chrétiens peut-être en premier, parce que c'est à eux qu'il s'adresse en premier, mais l'humanité tout entière, de réaliser que ce que le pape aime appeler notre maison commune est fragile, et notre maison commune mérite que nous fassions des efforts, aussi bien pour tous ceux qui y habitent, quels qu'ils soient, que pour la préservation de la nature dont nous avons besoin et qui nous a été donnée par le Créateur. Pour l'actualité plus proche de nous, à Monaco cette fois, à l'occasion de cette rentrée, vous venez d'adresser une lettre de proposition, en quelque sorte, qui vient d'être donc adressée aux habitants de Monaco. Quelle en est la teneur et pour quelles raisons avoir souhaité mettre en place cette initiative ? Comme le dit le pape, et notre archevêque a repris les paroles du pape, nous avons la chance d'avoir reçu une lumière. Cette lumière, c'est le Christ. C'est pas pour qu'elle soit mise dans une boîte et enfermée, c'est vraiment pour qu'elle rayonne. Et le désir de l'Église, c'est de proposer, surtout pas d'imposer, même dans un État catholique, mais c'est de proposer cette lumière. Et c'était l'objectif de cette petite brochure qui a été effectivement adressée à beaucoup, et que si vous ne l'avez pas reçue, vous pouvez les trouver facilement dans les églises de la Principauté. Vous avez évoqué le travail des paroisses, il y a aussi un travail quotidien au diocèse avec la cellule vidéo. Vous avez évoqué au début de cet entretien les images que l'on pouvait retrouver des JMJ. Il y a aussi l'agenda présenté par Ferxel Fourgon qui vient de sortir le tout nouvel agenda vidéo. Cette cellule vidéo et réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui d'apparaître sur ces terrains-là. Cette cellule, ce service de la communication et de l'évangélisation numérique, c'est vraiment assurer cette présence, en particulier par le biais, vous l'avez mentionné très gentiment, de ces vidéos. On sort 4 vidéos toutes les semaines sur plein de thèmes. Alors évidemment, la vie du diocèse, vous avez parlé de cette vidéo qu'on fait tous les mois sur l'actu du diocèse avec Ferxel Fourgon, mais vous allez trouver des tas de vidéos, y compris de la philosophie, le livre du mois, le film du mois, enfin des tas de thèmes qu'on essaye d'aborder avec le regard des chrétiens. Et toutes les semaines, c'est résumé dans une newsletter à laquelle il est très facile de s'abonner. Il suffit d'aller sur le site du diocèse, diocèse.mc, et on peut s'inscrire tout de suite sur la newsletter et recevoir le samedi dans sa boîte mail un peu le résumé de toute l'actualité du diocèse, avec aussi l'agenda de notre archevêque. Et dans les actions de rentrée et peut-être des prochains mois, vous allez également poursuivre les conférences et rendez-vous dans cet écrin qui est parfaitement propice avec l'Agora. Oui, alors bien sûr. Alors simplement, ce que notre évêque a souhaité, jusqu'à présent, on avait un cadre, comment dirais-je, un peu rigide, où en début d'année, on disait, voilà, à peu près toutes les conférences qui vont avoir lieu dans l'année. Et puis on a réalisé, notamment avec la crise Covid, que c'était compliqué à tenir, qu'il y avait des moments où vraiment, c'était la quadrature du cercle. Alors notre archevêque a souhaité qu'il y ait un peu plus de souplesse, et donc désormais, ce sera plutôt au fur et à mesure que l'année se déroulera, qu'on va orienter et se dire, tiens, là, c'est important qu'on intervienne sur ce sujet-là, et on va faire venir des débatteurs, des conférenciers, mais de manière plus ponctuelle. Eh bien, écoutez, on sera très attentifs et l'on suivra ça également sur Monaco Info. Merci Christian Venard d'avoir été notre invité pour évoquer la rentrée du diocèse. Merci à vous. Et nous serons demain en duplex de Marseille avec la délégation monégasque qui va assister à la messe célébrée par le pape François au stade Vélodrome. Après Monaco Tribune, nous allons poursuivre notre découverte des différents médias locaux. Coup de projecteur aujourd'hui sur la Gazette de Monaco. Sandrine Nègre et Thomas Deus se sont rendus dans les locaux de la rue de la Turbie. Mensuelle, bimensuelle, la Gazette de Monaco a connu des formes diverses au fil des ans. Depuis 2019, la Gazette propose un traitement de l'actualité au quotidien sur son site internet. Le format numérique a donc succédé au format papier. Une newsletter gratuite est proposée chaque jour à 18h. On essaye, je dirais, de faire feu de tout bois en quelque sorte, c'est-à-dire de disposer des informations des institutions, de celles que nous pouvons avoir directement, et on s'efforce
de les traiter du mieux possible en y mettant notre patte, je dirais. Nous sommes 4 en termes de rédaction, quelquefois des stagiaires, et également notre infographiste qui est d'un concours précieux sur le plan technique et en matière de photo. Des réunions et de nombreux échanges rythment bien évidemment le quotidien de cette équipe, une équipe qui travaille chaque jour à la Condamine, un quartier qui n'a pas été choisi par hasard. C'était effectivement une volonté, quand on s'est installé rue de la Turbie, c'était d'être au cœur de la principauté, de pouvoir aller à tel ou tel endroit assez rapidement. Donc c'est un endroit un peu stratégique, effectivement, et qui en même temps a l'avantage d'être relativement calme. Et si vous aussi vous souhaitez suivre la Gazette de Monaco, une adresse, lagazettedemonaco.com. Il y a 6 mois, Monaco Télécom annonçait la fin du réseau cuivre. Depuis, beaucoup de clients ont déjà migré. Quelles sont les offres de substitution qui sont proposées? Pourquoi la fibre est-elle présentée comme la solution d'avenir? Pour répondre à toutes ces questions que se pose la clientèle, nous avons invité le directeur général de Monaco Télécom. Bonsoir Martin Perronnet. Bonsoir Patricia. Quel bilan tirez-vous 6 mois après l'annonce officielle de l'arrêt du réseau télécom cuivre? Alors comme tout bilan, il va être contrasté. D'abord assez positif, on a plus de 50% des foyers qui sont aujourd'hui passés en fibre. Donc plus de 50%, ça fait à peine 2 ans qu'on a lancé la fibre. C'est extrêmement rapide. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui a connu une migration aussi rapide. Pareil pour les entreprises, on est 1 an après le lancement du service, on est à plus de 35% des entreprises qui ont déjà choisi la fibre. Donc il y a un engouement pour ce nouveau service et ça je pense qu'en plus c'est normal puisque le bilan de qualité de ce service est absolument excellent. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité parfaite. Pour quelle raison ? Alors contrasté parce que on est quand même à 4 mois de l'arrêt du XDSL pour les clients grand public. Alors pour l'XDSL, je montre ce que c'est que la box. Donc en fait, je redis, si vous avez ça comme box, là on a un problème, il faut réagir assez vite. Pourquoi ? Parce que dans 4 mois, ce service va s'éteindre. Et il y a encore environ 600 foyers à Monaco qui doivent absolument passer à la fibre parce que sinon, début janvier, on va avoir une coupure de service. Il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus de téléphone potentiellement. Et ça, on veut absolument éviter cette situation-là. Donc vous êtes engagé dans une course contre la montre. Mais de quelle manière avez-vous accompagné les personnes qui étaient directement concernées ? Alors d'abord, et je m'en excuse, on a tendance un petit peu à saturer l'espace de communication. Alors il y a évidemment, puisque c'est une décision qui a été prise par le gouvernement, il y a cette campagne à Monaco, la Pristé s'est terminée, qui s'est beaucoup vue partout et qui continue à se voir. Il y a également des courriers qu'on envoie, et là encore je m'excuse d'en envoyer autant, parce que le sujet est sérieux et donc il faut absolument qu'on arrive à déclencher. Vous voyez peut-être derrière moi, il y a une équipe qui a été créée spécialement, qui a pour mission d'appeler chacun de nos clients qui est concerné pour faire le point avec eux et effectivement les accompagner vers ces nouveaux équipements. On a même mis en place pour les professionnels en ce moment une approche par quartier. On a un responsable technique et un responsable commercial qui viennent dans chacune des entreprises d'une rue. Par exemple, en ce moment, ils sont rue Grimaldi et qui vont regarder comment on peut mettre en place ce nouveau service partout. En fait, la difficulté, c'est qu'il faut que ça se fasse partout. On ne peut pas avoir un foyer qui reste parce que ça nous empêcherait d'éteindre. Donc il faut vraiment avoir ce systématisme. Mais très concrètement aujourd'hui, quelles sont les solutions alternatives proposées par Monaco Télécom? C'est la fibre la meilleure des solutions? La fibre, vous êtes tranquille. Si vous devez faire une infrastructure pour mettre la fibre chez vous, vous êtes tranquille pour au moins les 50 prochaines années. La fibre est un média extrêmement stable et fiable et très évolutif. Aujourd'hui, on passe 10 gigas en fibre, avec une stabilité absolue.
Donc demain, c'est un média qui pourra monter encore beaucoup plus haut. C'est vraiment la connexion de demain, que ce soit pour le téléphone ou pour Internet. Et évidemment, derrière, ça devient aussi le support des solutions de télévision. Eh oui. Mais comment cela se passe, une installation de fibre aujourd'hui? Il y a des difficultés, des contraintes? D'abord, dans 95% des cas, ça se passe du premier coup. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui vient et 2 heures après, c'est mis en service. Voilà. Après, on peut avoir un certain nombre de difficultés. La plupart du temps, c'est des gaines, vous savez, des gaines qui sont dans l'appartement, qui sont bouchées, par exemple. Alors là, il faut potentiellement intervenir, parce que si on n'arrive pas à passer la fibre, nous, on peut la passer en apparent. Mais effectivement, parfois, il faut faire venir l'électricien pour refaire en sorte que notre réseau puisse arriver au bout. Pour refaire le passage. Alors voilà pour cette grande révolution, il faut bien le dire. Mais quelles sont maintenant les prochaines échéances pour les particuliers, pour les entreprises aussi? Alors la première échéance, elle vient très vite, puisque le 2 janvier 2024, on va éteindre l'Internet pour le grand public. Donc, tous les gens qui ont encore une fois cette box-là, il faut absolument nous contacter maintenant. Et puis, les entreprises, ça vient très vite derrière, puisque en juillet 2024, pareil, hein, tous les gens qui ont une box comme celle-là, l'Internet va aussi s'éteindre. Et donc, ça veut dire souvent aussi, parce que souvent le téléphone est branché derrière la box, donc ça veut dire perdre du téléphone et perdre de l'Internet. Donc, il faut absolument se réveiller maintenant. On a encore le temps de réagir, mais il faut le faire au plus vite. Alors voilà, vous qui nous regardez, effectivement, vigilance, si vous êtes concerné, il y a un degré d'urgence. Merci Martin Perronnet d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patricia. Et je voulais juste dire en conclusion, on se retrouve un petit peu comme dans le cas des lampes à huile. Oui, les lampes à huile ont apporté un super service pendant longtemps dans des villes où il n'y avait pas encore l'électricité. Mais quand il y a eu l'électricité, on a dû faire évoluer et ça a impacté chacun. Il a fallu mettre des fils électriques et il a fallu s'éclairer à l'électricité et c'est très bien comme ça. Voilà, une image très parlante. Merci beaucoup Martin Perronnet. Merci Patricia, à bientôt. Ces 2 derniers jours, la Société monégasque d'électricité et du gaz organisait son opération baptisée 48 heures pour le climat. Des ateliers pédagogiques pour collaborateurs et clients avaient pour but notamment de créer une fresque portant sur les raisons et les conséquences du dérèglement climatique. Nous écoutons le directeur des activités de la SMEG, Sylvain Didier-Jean. Donc c'est une manifestation sur 2 jours qui est vraiment une animation assez forte. Et l'idée est effectivement de rentrer dans une logique de rendre ces animations systématiques à la fois pour des clients, donc on imagine remonter ces ateliers de façon fréquente dans l'année ou dans les années qui viennent. Et autre aspect, c'est de le rendre aussi systématique pour les collaborateurs de la SMEG. Et notamment l'idée qu'on a en termes de formation, ça nous paraît intéressant que chaque collaborateur qui rentre dans la SMEG ou qui travaille pour la SMEG ait connaissance de cette fresque pour le climat. On a à peu près 10% de notre effectif, un petit peu moins, qui a été formé en tant qu'animateur. Cette qualité d'animateur, ils l'ont, c'est comme le permis de conduire. Ils l'ont pour leur travail, je dirais, mais ils l'ont aussi à titre personnel. Donc on imagine que ce soit qu'ils deviennent des ambassadeurs de cette méthode, y compris dans leur vie privée. Chaque fois que quelqu'un est formé ou participe à un atelier, effectivement, la SMEG abonde 10 € dans des associations dont c'est le but de promouvoir, je dirais, ces questions climatiques et d'évolution du climat, et qui elles-mêmes, effectivement, localement, notamment à Monaco, abondent des associations qui travaillent dans ce secteur. Donc chaque formé, chaque climacteur qui a été formé ou qui a participé à la fresque du climat, la SMEG va abonder pour lui 10 € dans une association qui œuvre dans ce domaine-là. Oui. Sylvain Didier-Jean, le directeur des activités de la SMEG, répondait à Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet. Comme chaque vendredi, nous retrouvons Chrisinda Tomel qui part à la rencontre de ceux qui font Monaco. Et aujourd'hui, Chrisinda, c'est dans un lieu synonyme de fraîcheur et de plaisir sucré que l'on vous retrouve. Oui, aujourd'hui je me trouve dans l'antre de la gourmandise chez le glacier Rossi. Ouverte depuis 2017, vous allez le voir, la boutique ne désemplit pas. Ici, nous mangeons des glaces été comme hiver. Nous mangeons des glaces à toute saison. En plus, elles sont faites maison. Comment toute cette belle histoire a commencé? La réponse tout de suite. Ici, il a été un envie d'aventure.
parce que Monaco, il y a une clientèle vraiment très différente qui arrive de toutes les parts du monde. Et donc pour nous, c'est très intéressant parce qu'on peut essayer à faire différentes choses selon les goûts différents des personnes qui arrivent partout. Et donc c'est un défi parce que l'Italie, nous la connaissons très bien et ce ne sont pas toujours les mêmes choses, mais vous comprenez, l'endroit c'est différent. Ici, il y a évidemment la glace traditionnelle italienne liée à la recherche de l'innovation pour ce qui concerne l'alimentation. Nous proposons une ligne de glace aussi salée et sans sucre blanc ajouté. À la place, nous utilisons de l'agave bio qui donne un bon goût à la glace, mais la glace comme ça, elle devient plus légère, moins de calories, moins calorique, mais le goût c'est vraiment très bon. Et nous l'utilisons surtout maintenant pour notre sorbet à la fruit, qui change selon la saison évidemment. Et il a beaucoup de succès cette ligne de glace. Mais la gourmandise dans une glacerie ne peut pas être pas là. Et donc nous avons des best-sellers, des parfums qui sont des best-sellers comme les crémino pistaches, les crémino noisettes, les rochers aussi. Et ils sont toujours à côté du parfum un petit peu plus particulier. Cette année, nous avons fait le centenaire, qui c'est un parfum, un cheesecake à la rose avec un coulis de framboises et pommes. Et nous l'avons inventé pour les célébrations du centenaire. On peut retrouver une glace bleue, qui est une glace à l'algue. Exactement. Ça, c'est une des parfums un petit peu plus particuliers. C'est une glace à l'algue de spiruline. La spiruline, c'est un superfood très riche en protéines. Et il a une couleur merveilleuse dont les enfants ils aiment tout d'abord et ils mangent quelque chose qui c'est bien pour la santé. Et nous le proposons aussi souvent dans des événements particuliers comme dans l'événement qui fait les musées scénographiques tous les années. Mais il y a beaucoup de gens qui sont quand même curieux de goûter des choses un petit peu différentes. Nous sommes ouverts toute l'année, sauf le mois de janvier pour la fermeture annuelle. Et évidemment, la majorité des personnes ils mangent dans l'été. Mais nous avons quand même un bon travail dans l'hiver et surtout aussi avec les produits que vous avez vus d'abord là-bas, les petits biscuits, les petits mignons, il y a la glace quand même, mais il y a les biscuits, donc aussi dans l'hiver, dans les chaleurs de la maison avec des invités, ils en mangent vraiment beaucoup, donc ça marche aussi en hiver. Sonia travaille ici avec son mari et ses enfants, donc c'est une véritable histoire de famille. Alors bien sûr, ils aiment leur glace, mais ils pensent également à l'écologie puisque dorénavant, toutes les boîtes sont en carton et non plus en plastique. Alors vous pouvez venir chercher vos glaces bien sûr ici à la boutique chez Rossi, mais la famille a également mis en place un service de livraison pour vous livrer vos glaces préférées à la maison via la plateforme Mister Room Service ou Eat-in Monaco. Dans l'actualité en bref, cette réunion ce matin au restaurant Conscientiae qui a succédé au Stars & Bar. Les acteurs de la destination Monaco se sont retrouvés pour évoquer le projet commun des accueils de presse internationaux à venir. Étaient présents les hôteliers, restaurateurs, acteurs culturels, centres attractifs et organisateurs de grands événements à l'invitation de la direction de la communication en collaboration avec la direction du tourisme et des congrès. La griffe AMC Haute Couture organisait hier soir un défilé dans ses locaux du 6 et 11 avenue Saint-Michel. Angela Petrulli, vous le voyez, maître tailleur, avait conçu des pièces uniques pour cette occasion. Le Monégo Repair Café, qui fait désormais partie du calendrier récurrent de la mairie, aura lieu demain, samedi 23 septembre, de 15h à 18h30. Vous pourrez y faire réparer vos ustensiles et outils du quotidien. Attention, c'est un rendez-vous qui connaît toujours une forte affluence. Notez qu'une collecte d'ordinateurs et de téléphones portables sera organisée au profit de Semeurs d'Espoir. Le nouveau musée national de Monaco lance un appel aux passionnés d'art, de plantes et de chaussures. Dimanche à 10h30, vous pourrez vous rendre à la Villa Paloma avec une paire de vos vieilles baskets pour participer à une œuvre vivante. Quel est le concept ? Écoutez les explications de Benjamin Laugier, responsable du service des publics au NMNM. C'est un atelier créatif, un atelier de jardinage un peu particulier puisqu'effectivement on propose de renouveler et de restaurer une œuvre vivante qui est une œuvre de Michel Blasi, un artiste qui est né ici à Monaco et qui fait partie des collections du musée à travers plusieurs œuvres qu'on présente dans les jardins et notamment cette collection de chaussures qui fait partie des collections du nouveau musée national de Monaco depuis 2019.
Idéalement des baskets, effectivement, pas trop de taille petite d'enfants en tout cas, mais à partir du 38, on accepte toutes les paires de chaussures qui sont des baskets de sport et surtout qui soient des baskets usées et qui soient voilà, qui sont prêtes à être données, et plutôt que de les jeter, on les renouvelle, on les recycle pour devenir une jardinière. On a besoin de 27 paires de chaussures, mais on est ouvert à plus de 30 participants pour cet atelier-là qui a déjà quelques inscrits et qui en a encore quelques places. Donc tout le monde est le bienvenu à venir participer à cet atelier dimanche entre 10h30 et 12h30 à la Villa Paloma. Benjamin Logier, le responsable du service des publics au NMNM, était interrogé par Christine Datomel. Nous avons basculé hier dans la saison automnale et avec elle s'est accompagné un changement de temps depuis le début de la semaine. Peut-on avoir bon espoir pour ce week-end? Yannick de Bever va nous dévoiler les prévisions météorologiques pour la journée de samedi. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Il faudra s'attendre à un temps instable ce samedi avec beaucoup de nuages et même un risque de pluie en début de soirée. Le vent sera de la partie également dans la matinée et les températures tourneront autour de 23 degrés. En ce samedi 23 septembre, premier jour de la saison des balances, nous fêterons Saint-Constant. Et quoi qu'il advienne, pluie au soleil dimanche, ne ratez pas l'opportunité de découvrir plusieurs sites de Monaco à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous l'avez vu dans ce journal, notamment avec le NMNM. Pour se quitter, découvrez une série de photos d'une partie des lieux qui seront ouverts au public. Quant à moi, je vous dis à demain samedi, 19h, pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous.